Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui une vidéo pour revenir sur la victoire de Rafa en finale de Madrid. Victoire donc en 2-7 face à Dominic Thiem au terme d'un super match. 2h17, 7-6, 6-4. Et un grand match de tennis de la part des deux hommes. Et évidemment encore plus du côté de Rafa puisque c'est lui qui s'impose. Donc c'est le 30e Masters 1000 de Rafa qui rejoint Novak Djokovic. C'est la 15e victoire consécutive pour Rafa, le troisième titre consécutif. Encore un tournoi où il perd un seul set, comme il avait fait à Monte Carlo, le deuxième set de son premier match. Quasiment copie conforme de Monte Carlo, à la différence que là, le niveau de jeu a été vraiment, vraiment très très élevé, notamment sur la demi-finale, même en fait sur tous les matchs. À part le premier match face à Fognini, parce que Kyrgios, Goffin, Djokovic et aujourd'hui Team, ça a été 4 matchs excellents de la part. Donc pour revenir sur le match, on a eu un début de match un petit peu raté de la part de Rafa. Je l'ai senti, je l'ai trouvé vraiment très tendu. Il a fait pas mal de fautes sur cette entame de match jusqu'à, on va dire, 3-1, jusqu'à ce qu'il soit mené d'un break. Jusqu'à 3-1, il a vraiment été un peu en dessous de ce à quoi on l'attendait. Je pense que ça s'explique par la tension. En tout cas, c'est l'impression que j'avais, je le trouvais vraiment très tendu. Et c'est pour ça que les coups sortaient pas souvent bien de sa raquette. Il y a eu quelques coups décentrés. Mais ensuite, quand Rafa s'est libéré au moment où il a recollé à 3-2 et où après il a débreaké, à partir de là, ça a été un match incroyable parce que les deux hommes ont vraiment bien joué et ont bien joué en même temps. Pour faire un grand match, il faut être deux. Donc il faut aussi féliciter évidemment Dominic Thiem qui a fait un très très bon match. On a eu des séquences sur terre battue absolument incroyables avec coup sur coup, un coup c'était Rafa, un coup c'était Dominic Thiem, qui nous ont à chaque fois sorti des points incroyables, et notamment dans le tie-break. Le tie-break de la première manche où c'était coup exceptionnel sur coup exceptionnel. Et donc c'est finalement Rafa qui s'est imposé. Bon, évidemment, je ne vais pas vous faire tout le détail du match parce que j'imagine que vous l'avez vu. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse du coup sur ce match, c'est l'aspect tactique. Parce que euh, ce qui me plaît, c'est que la tactique d'aujourd'hui n'a pas été la même que hier. C'est-à-dire qu'on a clairement vu que autant hier, Rafa variait énormément les zones. Un coup, il allait sur le revers de Novak et un coup, il allait avec son coup droit le long de la ligne pour attaquer le coup droit de Novak. Autant aujourd'hui, il a retrouvé son schéma préféré face à un revers à une main, c'est-à-dire pilonner le revers. Euh, pour faire reculer son adversaire, prendre l'échange à son compte et après dicter le jeu quand il l'a pu. Je dis quand il l'a pu parce qu'évidemment, il y a eu pas mal de passages où Rafa a été dominé, mais ça vient aussi de la puissance de frappe exceptionnelle de Dominic Thiem, qui surtout sur la fin de première manche s'est mis à servir très très bien. À partir du moment où il a été mené 5-4, 0-40, et il s'est mis à servir beaucoup plus fort. Il servait quasiment à 210 à chaque fois en première. Il a très très bien servi sur cette fin de set et il a envoyé vraiment des missiles pour recoller à 5 partout et pour emmener Rafa dans le jeu décisif. Tactiquement, ce que Rafa a fait, c'est vraiment très très fort parce que non seulement il a, comme je vous dis, enfermé Dominic Thiem côté revers, qui est le choix préféré de Rafa contre les revers à une main. Il le fait à chaque fois, que ce soit contre Roger, contre Stan. Dès qu'il a un revers à une main, c'est sa tactique préférée. Sauf que ça n'avait pas forcément marché, notamment contre Roger, vu qu'il a perdu les trois derniers face-à-face, les trois matchs cette année, parce qu'on peut même dire les 4 derniers, parce qu'il me semble que avant ça, leur dernière confrontation avec Roger, c'était à Bâle, et Roger s'était imposé. Mais là, ça a marché parce que, pour une raison simple, c'est qu'il frappe beaucoup mieux la balle en coup droit que sur son début de saison. Et évidemment, le fait qu'on soit sur terre battue, ça fait que la balle rebondit plus et ça lui permet de la faire rebondir plus haut. Et donc, c'est plus difficile de prendre en demi-volée. Il faut ajouter à ça que Dominic Thiem, il a un revers qui est extrêmement puissant, qui est beaucoup plus puissant que celui de Roger, par exemple. Mais il a un timing qui est beaucoup moins bon. Autant Roger est capable de prendre la balle très très tôt en revers, euh, un peu sur n'importe quelle balle, en tout cas sur quasiment toutes les surfaces, peut-être un peu moins sur terre battue, mais il est vraiment capable de le faire. Autant Dominic Thiem est moins capable de le faire. Il est capable de le faire sur certaines séquences, mais sur tout un match, il est clairement pas capable de le faire. C'est pas son jeu, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ajoutez à ça que Rafa a frappé la balle extrêmement bien côté revers. Il a beaucoup cherché son revers court croisé, qui a extrêmement bien marché. Et surtout, à chaque fois qu'il a réussi à faire reculer Dominic Thiem, il est venu casser le jeu avec des amortis. Je crois qu'il a dû gagner même
tous les points après amorti. Il faudrait le vérifier, mais je suis à peu près sûr qu'il a gagné tous les points sur les amortis parce qu'à chaque fois il a réussi à faire reculer Team très très loin derrière sa ligne, rentrer dans le cours et glisser des amortis qui étaient à la fois bien touchés et surtout très très intelligentes parce que jouer au bon moment et dans les bonnes zones. Donc pour Rafa, franchement, c'est vraiment que du positif qui se ressort de ce match, évidemment. Et plus loin, en regardant plus loin que simplement ce match, c'est une victoire très positive parce qu'elle vient confirmer très très ce très très bon début de saison sur terre battue. Euh, et là, ça le confirme de manière assez cinglante, parce qu'autant je pouvais comprendre qu'on puisse dire à Madrid, à Barcelone et à Monte-Carlo, ah oui, mais Rafa a pas battu Murray, oui, mais Rafa a pas battu Novak, oui, mais Rafa a pas battu ceci, a pas battu cela. Là, sur le tournoi, franchement, je pense qu'il n'y a rien à dire. Il bat Dominic Thiem, qui est le numéro 3 mondial à la race. Donc ça veut dire que c'est le troisième meilleur joueur sur ce début de saison. Il bat Djoko, qui est le numéro 2 mondial à l'heure actuelle. Il bat Goffin, qui fait un très très bon début de saison. Et il bat Kyrgios, qui a battu 2 fois Novak cette année. Donc clairement, il fait un tournoi magnifique. Parce que si on met encore une fois de côté ce premier match qui a été raté de la part de Rafa, Rafa s'en était pas caché. Si on met de côté ce match-là, pour le reste, ça a été parfait. C'est 4 matchs, 4 victoires, pas un set perdu, et surtout un Nadal excellent dans les moments chauds. Moi, c'est ça qui me fait plaisir, parce que la différence entre un bon Rafa et un grand Rafa, elle se fait dans les moments chauds. Un bon Rafa, il va être bon l'ensemble du match, mais dans les moments chauds, il va parfois un peu passer à côté. Là, c'est pas le cas, clairement. Hier, contre Novak, dans les moments chauds, il était exceptionnel. Aujourd'hui, dans les moments chauds, c'est-à-dire le tie-break du premier set, et la fin de match, vraiment, vraiment les moments les plus importants, eh ben, c'est les moments où Rafa sort son meilleur tennis. Le tie-break est parfait parce que franchement, Team en face, il peut se reprocher quoi. Franchement, il peut rien se reprocher, Team. Il sert à 210. Alors oui, de temps en temps, il va faire quelques fautes, mais en frappant la balle aussi fort, c'est impossible de faire zéro faute directe. Et malgré tout, Rafa a réussi à chaque fois à jouer un tout petit peu mieux que son adversaire. Alors parfois, il y a un peu de réussite aussi. Évidemment, vous prenez un bout de ligne, un bout de bande qui traîne par-ci par-là. Ça fait partie du jeu, mais surtout, ce qui est important, c'est que dans les moments chauds, et vraiment j'insiste là-dessus, c'est la capacité de Rafa à jouer son meilleur tennis. Et on l'a revu encore une fois sur la fin de match, parce que au moment où il est mené 15-40 à 5-4, il est mené 15-40 sur son service. À ce moment-là, on se dit que le match peut de nouveau tourner. Et ben, à ce moment-là, Rafa, il fait du grand Rafa, il fait un ace extérieur pour revenir à 30-40. Et derrière, il fait un coup droit gagnant en long de ligne pour revenir à égalité. Alors après, il y a encore une ou deux balles de break pour Dominic Thiem, mais là encore, Rafa joue le coup à la perfection. Et la balle de match, elle est le symbole de ce pas Rafa nouveau, parce que c'est quand même un niveau de jeu auquel on l'a déjà vu évoluer. Mais Rafa qui prend le jeu à son compte et qui vient conclure au filet par une volée croisée parfaite. Donc voilà, un grand grand match de tennis. Faut aussi féliciter vraiment Dominic Thiem parce qu'il fait un début de saison énorme. Voilà, il est numéro 3 mondial à la race, comme je vous le disais. Donc à ce moment-là de la saison, ça veut quand même dire quelque chose, parce que on est quasiment à mi-saison. À 2 tournois près, on a mi-saison. Il est numéro 3 mondial, donc ça veut vraiment dire qu'il fait un grand début de saison. Il avait fait un très bon match à Madrid. Il avait fait un très bon match à Barcelone, pardon, avant d'exploser totalement. Là, il fait un match. Team, je trouve qu'il a été encore meilleur qu'à Barcelone. Malgré tout, il s'incline. Mais pour lui, franchement, je trouve qu'il progresse de jour en jour. C'est un joueur qui est vraiment bluffant. Parce que malgré tout, il a fini tard hier soir. Il aurait pu complètement exploser après la perte du premier set. Il l'a pas fait, il se bat tout le temps, il lâche rien. Il est vraiment à deux doigts de faire tourner le match de nouveau en sa faveur, parce que je pense que s'il réussit à recoller à 5 partout, derrière on ne sait pas ce qui peut se passer, hein. Et donc il a rien lâché, donc vraiment bravo à lui. Mais pour Rafa, c'est un peu le jackpot. Sincèrement, euh, moi je m'attendais pas du tout à ce qu'il gagne à Madrid. Euh, et encore moins après le premier match, clairement. Euh, Parce que les conditions, j'en ai déjà parlé, mais les conditions sont celles qui avantagent entre guillemets le moins Nadal. Parce que on a eu un toit fermé, parce qu'il faisait pas spécialement soleil, parce qu'on a de l'altitude, ça avantage généralement les gros serveurs parce qu'il y a moins de contrôle. C'est les conditions de jeu que Rafa aime le moins quand on joue sur terre battue. Et malgré tout, il s'impose.
en battant, comme je vous l'ai dit, des super joueurs. Bon, après Kyrgios, c'est vrai qu'il faut quand même peut-être un peu relativiser, parce que l'Australien avait appris le décès de son grand-père peu de temps avant le match. Je pense que ça a peut-être aussi un peu joué sur le match, malheureusement pour Nick Kyrgios. Mais pour ce qui est de Rafa, franchement, c'est vraiment le jackpot. Il repasse numéro 4 mondial, il passe numéro 1 mondial à la race, il gagne un 30e Masters 1000. Avant Rome, il est en pleine confiance. Je pense par contre qu'il est un petit peu émoussé physiquement. À la fin du match, j'ai trouvé que ça commençait de nouveau à moins bien tourner au niveau des jambes, même s'il y a eu quelques points exceptionnels, qui étaient plus dus, à mon avis, comme le dit de temps en temps Rafa, à l'adrénaline qu'autre chose. Euh, donc à Rome, on verra bien ce qui va se passer. De toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, Rafa a fait le travail avant Roland Garros. Il fallait battre Djokovic absolument avant Roland Garros, ça a été fait. Il fallait prendre un maximum de points pour se relancer au classement et pour pas arriver vraiment distancé avant Roland Garros. En termes de classement, là il va arriver numéro 4 ou numéro 5 parce que ça va dépendre évidemment des résultats de Rome parce qu'enfin des fois un quart de finale. Donc voilà, en plus tirage au sort assez compliqué à Rome puisqu'au premier tour, Rafa, du moins au deuxième tour, mais pour son premier match, parce qu'il est évidemment exempt au premier tour, pour son premier match à Rome, il va affronter soit Nicolas Almagro, qui était tout proche de battre Novak Djokovic en début de semaine à Madrid, soit Andreas Seppi. Donc deux bons joueurs. Et puis derrière dans le tableau, je ne l'ai plus en tête exactement, mais je crois qu'il y a Dominic Thiem en quart de finale et Djoko peut-être en demi. Donc tableau très compliqué à Rome. Là, ce qui va être important, évidemment, ça va être de bien récupérer demain et mardi pour arriver normalement mercredi sur son premier match dans des bonnes conditions. Euh, Ce qui va se passer à Rome, ça sera que du bonus pour Rafa, parce que je pense que là, il s'est vraiment remis en confiance, il a vraiment remis son jeu en place. Euh, et j'ai envie de dire, maintenant, il faut que Roland Garros arrive. Il faut que Roland Garros arrive. C'est clair que si en plus Rafa vient gagner à Rome, là, en termes de confiance et même en termes d'impact psychologique sur les autres adversaires, ça pourrait faire très très mal. Clairement, il faut attendre de voir ce qui se passe sur les premiers tours. Il va y avoir des premiers tours intéressants à, à Rome, parce que Murray va faire son entrée en lice contre Fonini. Ça va pas être facile pour Murray, qui est tenant du titre en plus là-bas. Djoko, il a un premier tour assez facile, je crois. Mais après, on pourrait retrouver Kyrgios, Carreno Busta et peut-être Nishikori, on ne sait jamais en quart de finale. D'ailleurs, c'est assez bizarre. Nishikori qui fait forfait à Madrid parce qu'il a mal au poignet, qu'il ne veut pas prendre de risques. Mais par contre, il s'aligne à Rome la semaine d'après. Bon, un peu bizarre. Bref, on verra bien ce qui se passe. Mais en attendant, pour effacer le jackpot. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer à Rome. Et on débriefera à ce moment-là. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Vous me les posez. Je vous répondrai soit par écrit, soit en commentaire, ou soit je ferai une vidéo si jamais j'ai le temps. Et puis voilà, je vous dis à très vite sur le blog et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction du moment où vous voyez la vidéo. À très vite, au revoir.